L'insaisissable affaire de la ville. Philippe Rollet. Yves Arcanel, Jean-Jacques Asselagnan, Roland Bertin, François Darbon, Yves Fabrice, Victor Garivier, Richard Leduc, Jean Levray, Maria Méricault, Pierre Péroux, Marivonne Schiltz, Anne Wiazemski, André Weber, Emmanuel Weiss. Réalisation Georges Péroux. Je trône en reine, se dit-elle, et je ne suis pas veuve, et jamais je ne connaîtrai le deuil. Viens, mort, mais si caché que je ne te sente pas venir, pour que le plaisir de mourir ne me rende pas à la vie. Ne la cherchez pas.
Elle est là sous vos yeux comme un puzzle infaisable, offrant et renouvelant à tout instant des milliards de combinaisons, mais dont aucune ne se laisserait former. Elle a pour nom la ville ou la cité, mais aussi l'épouse du temps, et c'est le plus beau que je lui connaisse. Elle n'a pas laissé de traces, et maintenant, elle n'a plus de visage. Cependant, elle existe. Elle a vécu une aventure inouïe par laquelle elle résorba son passé. Elle n'est pas pour cela remontée dans le temps, elle y a échappé en l'épousant, en s'y mêlant à ce point qu'à nos yeux, elle n'a plus de visage. Son histoire est de celles qui ne se racontent pas, de celles autour desquelles on tourne, cherchant en vain un fil pour démêler les chevaux, mais tous les fils cassent et les chevaux ne se laissent pas réduire. Beaucoup, pour s'y être attaqués, y ont laissé leur raison. Peut-être aurait-il mieux valu qu'ils laissent d'abord leur raison avant de l'approcher. Certains affirment même que le rapporteur y a perdu la vie. Mais qu'importe maintenant, elle est là, omniprésente. À quoi servirait-il encore de vouloir nous en défendre ? Il est tombé, il est mort. Là, certains l'appellent l'affaire, d'autres la légende, selon qu'ils la croient réelle ou inventée. Elle n'a pas de commencement et elle n'a pas de fin. Évoquez-en un aspect, vous parlez du tout. Elle n'a pas de centre ni de périphérie. Je parle de la ville modifiée, ou bien de sa légende. Pour ceux qui espèrent encore ainsi la tenir à distance, qu'importe. J'en ai trop dit. Vous êtes déjà en plein dans elle. Avant d'abandonner aucun de cette confisance, en un temps quel est à mon sens? Allez, vous me pardonnez au doigt. C'est notre salive va vouloir relever. Qu'entendent-ils par état d'annexe ? La ville est-elle en proie au pire désordre politique et social ? N'y a-t-il plus personne pour la gérer ? Craint-on la nuit de s'y promener seul ? Ou est-ce un état plus intérieur, comme une pourriture en dedans que masque les façades ? L'état d'anarchie est une expression qu'on prête aux manipulateurs des clés et qu'ils utilisent dans leurs édictions pour justifier leurs mouvements. Mais qui a déjà vu la moindre trace de ces édictions ? Et croyez-vous vraiment qu'il soit nécessaire et logique qu'ils tentent de justifier leur action ? Comme si en chibou, l'autre hypothèse est effrayante. La vie aurait abandonné avant de s'arracher à l'entretemps. Ou sinon, l'autre hypothèse est effrayante. La vie aurait abandonné avant de s'arracher à l'entretemps.
En fait, pourquoi le cacher? J'ai peur. Mais j'ai terriblement peur parce que c'est de l'inconnu dont tu me parles. Je veux dire l'absence de repères. Ce monde que tu pressens, en perpétuel mouvement, je ne puis le concevoir. Je me dis, c'en est fini de mes cadres fixes, c'en est fini de mes promenades où je choisissais mes rues. Désormais, du jour au lendemain, le quartier pourrait avoir changé de visage et en quelques semaines, peut-être, je pourrais ne plus le reconnaître. J'ai pensé à semer des cailloux de chez moi à chez toi, faire des repères secrets que seul je serais à même de retrouver. Et à chaque bouleversement, comme une fourmi, je retracerai mon chemin. J'ai pensé aussi qu'il serait trop risqué maintenant de te quitter, et puis je vais m'acheter une boussole et apprendre à me guider par rapport au soleil. Car lui, n'est-ce pas, ne va pas changer. Non, rien en moi, m'entends-tu? Ni dans mes habitudes, ni dans mes rêves, ne me permet d'imaginer ce monde. Et les quelques images que je tente de m'en faire sont terrifiantes. On dirait un arrachement. Toi-même, lorsque tu me parles, j'ai l'impression que tu ris pour ne pas en pleurer. Et puis que quelques hommes en secret puissent décider de l'avenir de la ville. Elle est menacée. La menace ne vient pas du dehors. Elle n'est pas assiégée. Elle ne craint pas l'approche d'un cyclone. L'ennemi, la tumeur, on peut l'appeler temps ou des mesures. Si on ne l'opère pas, s'il ne se produit pas un bouleversement, elle risque la mort par étouffement. D'elle, on peut parler comme on parle parfois des machines qui asservissent plus qu'elles ne servent. Mais elle, c'est une machine creuse, une machine enveloppe, hantée par ses citadins. La ville est déjà morte à nos yeux. À tout instant, une défaillance technique peut la paralyser sans qu'aucun de ses habitants soit en mesure de réagir. Elle n'est plus qu'un vaste hangar pour eux. Prenons-les au mot. Faisons d'elle réellement ce qu'ils en attendent. Mais installons un système parfait qui puisse se passer d'eux et, un jour, de nous. Dressons ce hangar qui défie le temps et dont plus personne ne connaisse l'origine. Mais ne nous y méprenons pas, nul ne pourra s'en glorifier. Elle n'aura pas de créateur. Pourquoi s'alarmer outre mesure? J'aimerais que nous restions dans le domaine du raisonnable. Vous me parlez d'une ville qui aurait connu un étrange bouleversement, à une date impossible à fixer, en un lieu insituable, et vous me dites en plus qu'elle peut défier le temps et même l'espace, et s'étendre, et même s'immiscer parmi nous,
sans que nous ne puissions rien faire. Les fonctions qui nous ont été confiées nous obligent à tout envisager, mais tout de même. Il s'agirait en fait d'envahisseurs invisibles, ou plutôt irrepérables, parce que défiant notre logique. J'ai du mal à vous suivre. Mais laissez-moi prendre un exemple. Voici un témoignage que vous jugerez naturellement douteux, d'abord parce qu'il est anonyme, mais qui est ô combien révélateur. Écoutez. Répétant chaque soir le trajet sur la même ligne, je ne prête pas attention au passage dans les différentes stations, si bien que je ne saurais dire à partir de laquelle la rame dévia brusquement et s'enfonça dans un tunnel sans lumière, à vive allure. C'est d'abord un silence de stupeur auquel succèdent les cris. Les poings cognent aux vitres. La panique gagne. Par instant, nous discernons les hurlements venant d'autres wagons. Puis, au cri succède le silence, un silence de médusés, de condamnés. Enfin, la rame freine, puis s'immobilise dans un étroit boyau sans quai, qu'éclairent juste les ampoules de nos wagons. Il se passe presque une minute avant que quelqu'un se risque à ouvrir une porte. Les premiers voyageurs descendent, des briquets s'allument, le cortège des voyageurs s'écoule, passant devant la motrice éclairée mais vide, avant de s'engager dans un minuscule escalier tournant plusieurs fois à angle droit, puis, par d'interminables boyaux, gagner des caves et trouver une sortie. Nous sommes dans une rue fort animée, à l'autre bout de la ville. Nous nous noyons dans la foule. Je crois, messieurs, que seule la peur et une presque honte à avoir vécu une telle chose dans un lieu où rien ne nous y préparait expliquent cette conspiration du silence. J'ignore combien d'autres rames ont connu le même sort, mais je suis certain que, comme moi, beaucoup de victimes de ces déviations viennent rôder aux heures d'affluence auprès de nos bouches de métro, les plus hardis s'aventurant jusqu'au quai même, mais sans qu'aucun n'ose à nouveau prendre place dans un wagon. Quant à moi, j'ai parlé par peur de la folie, incapable de ressasser pour moi seul ce voyage. Je vous supplie, messieurs, de me croire. Certains croient à la ville, d'autres à la légende, et tous cherchent des preuves. Ils peuvent se tordre encore longtemps les méninges, ils se sont trompés de scalpel. D'ailleurs, toute leur trousse est à jeter. La première phase est connue sous le nom de carence. Un matin, les citadins s'éveillent dans une cité morte. Aucune marque de dégradation ou de violence, elle est intacte, mais privée de vie. Les organes ne répondent plus.
Rien n'annonçait une telle chose. Certains avaient pu prévoir que des successions de pannes puissent enrayer la machinerie, mais nul n'avait pensé qu'elle puisse ainsi s'arrêter sans raison apparente, sans que le moindre symptôme ait averti du danger. Imaginez la stupeur, puis l'effroi. Les voici murés dans une morte. J'ai retrouvé quelques témoignages concernant cette histoire de discours à la frontière des deux mondes. C'est sa dénomination la plus courante. Il faut bien reconnaître qu'à première vue, ils convergent à côté. Je croyais qu'une bouche était dans la pièce, mais une bouche sans le restant du corps. Elle épelait sans rythme, et surtout le plus effrayant, sans s'interrompre pour reprendre le temps de respirer. Elle paraît fragile, comme si elle accrochait difficilement notre fréquence ou notre langage. Et souvent, elle replonge dans un amalgame de sons. On croirait entendre une voix morte, mais qui continue à fonctionner sur sa lancée, avide, une rôdeuse sans espoir, sans volonté de convaincre. La voix égrenait, comme semblant les comprendre à peine, une suite de syllabes, parfois de mots. Elle le faisait sans passion, sans désir de persuasion, comme si elle avait tout le temps pour elle. Moi, je continue à croire à une mystification, sinon, notre hypothèse est effrayante, la ville aurait abandonné avant de s'arracher à notre temps et comme pour nous railler cette inquiétante mécanique à l'invisible frontière entre nos deux mondes. Elle paraît fragile. Comme si elle accrochait difficilement notre langage. Elle n'a plus d'histoire. Elle n'a plus de passé. On peut imaginer qu'elle fut le cadre et le reflet de la vie des citadins, qu'elle se développa à leur rythme, à l'image de leurs besoins et de leurs désirs de puissance. Ils l'avaient modelée, organisée. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, le corps perd en docilité. Et soudain, comme si un seuil de démesure avait été franchi, s'inverse le rapport entre le corps et les citadins. Somnambules dont les gestes confus n'ont plus prise sur l'espace qui les cerne. Car elle vit de sa propre vie. Peut-on imaginer cette monstrueuse naissance? Le jour où l'on découvrit que par le seul fait de sa taille, de son poids, elle n'était plus inerte, comme une masse toujours plus lourde qui un jour s'ébranle et commence à rouler sur la pente. Les citadins ont lâché les rênes. Les derniers liens originaires viennent de se rompre. Désormais, ils règnent en sursitaire dans le corps vil qui les secrète et les absorbe.
La deuxième phase est connue sous le nom de réveil de la cité, mais d'autres parlent du retour des manipulateurs des clés. L'organisme est intact, seul le cœur ne battait plus. Il le réanime, la ville renaît. Avait-il réellement disparu ou simplement simulé une panne? Qu'importe leur méthode. Les provisions circulent, les rues sont éclairées. Nul ne songe à les incriminer, ils reviennent en sauveurs. Ils ont atteint leur but. Aucune prise sur le passé, rompu les amarres, rien ne pourrait les renouer. L'horizon informe ne retient plus nos regards. Aucun repère. Rien ne peut permettre désormais de nous imaginer dans la cité avant sa modification. Aucun repère ne subsiste pour nous citadins. Aucune prise sur le passé, rompu les amarres, rien ne pourrait les renouer. L'horizon uniforme ne retient plus nos regards. En vain je cherche la borne où me poser, où vous attendre, je vous parle d'ailleurs, je vous parle de la cité modifiée. Mémoire, interrogation, peur, douleur, devenir terme mort, comme tant d'autres encore. Terme caduc, jouet sonore légué par votre temps. La ville a fui votre ravachante histoire. La ville a versé dans le temps compact univers achevé et infini, sécrétant sa propre rotation. À vos yeux inconcevables dérives de tous les possibles. Aucun n'est relégué, aucun n'est retenu. Écoutez, s'élève un rire que nul écho déforme. Cesse le rire, et le silence vient, comme est venu le rire, limpide, hanté par aucune de vos questions, hanté par aucune de vos peurs. Aucune prise sur le passé d'ailleurs, je vous parle de la cité modifiée. Mémoire, interrogation, peur, Écoutez, je croyais qu'une bouche était dans la pièce. Sans le restant du corps. Pas un souffle sur la ville. La nuit vient. Quelque part, dans un appartement au sommet d'une tour, des hommes sont réunis. Ils ont éteint la lumière, se sont approchés de la grande baie vitrée et contemplent, immobiles, la cité en sommeil. La troisième phase est connue sous le nom de constitution du bâtiment, mais elle n'a rien de spectaculaire. Parallèlement à la relance de la cité, les manipulateurs des clés obtiennent le regroupement des principaux rouages en un lieu isolé que l'on appelle le bâtiment.
Sont-ils déjà les maîtres effectifs ou doivent-ils justifier cette décision par un souci d'efficacité afin que ne se renouvelle pas une telle panne? La constitution du bâtiment ne fait l'objet d'aucune publicité. Elle prend la forme d'une mesure administrative, presque de routine. Messieurs, vous me demandez quelques précisions sur ce que j'ai cru bon d'appeler l'hypothèse du puzzle. Je m'empresse de vous les fournir. L'entreprise lâche savamment, pièce après pièce, les morceaux d'un puzzle. Mais elle se réserve celle, charnière, qui nous permettrait de commencer à composer l'image. Ce que nous détenons est donc illisible, ou, ce qui est plus juste, permet une multitude de lectures. L'entreprise conserve les pièces qui permettraient de trouver la bonne lecture. Elle gagne ainsi du terrain et du temps. Imaginons, par exemple, un très fort pouvoir de fascination qu'exercerait la légende sur les gens de notre cité. Et la pièce maîtresse n'apparaît que pour parachever l'œuvre. Nous la découvrons lorsqu'il est trop tard. Notre réalité est déjà modifiée. À ce point encore, rien ne doit être bouleversé de la vie courante de la cité. Leur action ressemble à un travail de sape par lequel ils ôtent, méticuleusement une à une, les fondations de la cité quand la dernière pièce sera ôtée. Elle connaîtra sa chute vertigineuse, qui seule peut l'arracher intacte de votre pesanteur. Ce qu'ils contemplent, silencieux derrière les vitres, c'est une immense nécropole où dorment des morts en sursis. Et ils distinguent nettement leur propre tombe ouverte qui les attend. Pas plus que les autres citadins, ils ne peuvent songer à fuir. La ville est aussi leur corps. C'est avec elle qu'ils doivent trouver l'issue. La quatrième phase est connue sous le nom de grande menace. Les manipulateurs des clés achèvent de rassembler les rouages dans le bâtiment lorsque soudain la révolte éclate. Que s'est-il donc passé? Il faut croire que les citadins, à peine remis de leur peur et pressentant peut-être qu'une action décisive est en cours qui leur échappe, se soulèvent et, incapables de nommer les vrais responsables, s'en prennent à la ville qui manqua de les étouffer. Ils agissent en aveugle, mus par une peur qui les dépasse. Ils ne savent pas que par leur conduite, ils favorisent le mouvement. Les manipulateurs des clés profitent du saccage pour disparaître dans le bâtiment. Ils avaient prévu ce sursaut. Certains affirment même qu'ils l'ont provoqué.
La ville dort. Elle est close comme un tombeau. Soudain, le cavalier Histoire vient cogner à ses portes. Les hommes l'ont vu. En hâte, il délègue un des leurs pour parlementer avec lui. La discussion est houleuse. Plusieurs fois, ils sont proches de la rupture. Mais enfin, ils obtiennent un délai. Histoire peut bien attendre, il est sûr de sa proie. Il campe sous les murs. Mais eux espèrent lui échapper. Attention, leur plan est diabolique. Mieux vaut 1000 morts que cette issue. L'émeute gagne vite tous les quartiers de la ville. Ils s'arment de tout ce qu'ils trouvent, ils détruisent, dynamitent, incendient. Ils retournent contre même leur rage. Quelque part, parmi les décombres, une file d'hommes, de femmes, d'enfants se ferait un chemin. Tous se retournent une dernière fois pour contempler leur ville, avant de descendre les marches d'une trappe. Peu après, une terrible explosion bouleverse l'aspect de ce quartier. Au soir de la grande menace, les citadins campent sur les ruines. Ils sont citadins d'une ville virtuelle. Ils n'ont jamais été aussi proches de la dispersion. Pourtant, ils se regroupent par quartiers, par immeubles. Ils attendent, dessoulés. Les rouages sont intacts. Le corps est à refaire. Il est temps d'agir pour les hommes du bâtiment. C'est la 5e phase de la modification. Elle est connue sous le nom de mise en route du principe d'attribution des locaux. Et c'est à ce stade qu'ont pu être émises ces fameuses édictions. Dans la pièce, mais une bouche sans le restant du corps. Elle est palais, sans rythme et surtout le plus effrayant, sans s'interrompre, reprendre le temps de respirer. Elle paraît fraîche, comme si la gorge est difficile. Vous me demandez impérativement de déposer mes conclusions. Quant à moi, au risque sinon de sombrer dans la folie, j'ai admis d'essayer de changer ma vision. L'affaire ne peut être approchée que du dedans. Je dis approchée et non saisie, car il ne m'importe plus d'avoir à me défendre d'elle. J'accepte son jeu. Je la prends comme une réalité globale. Je cesse de me buter aux contradictions apparentes qu'elle présente, pensant que c'est moi, avec mon regard, qui crée ces contradictions. Mais il ne me sert à rien de poursuivre. Je sais que vous ne m'entendez plus, que déjà même je suis rayé de la liste de vos collaborateurs. Cela m'offre en contrepartie la liberté de vous cacher vers quel lieu je pars dès ce matin. La ville étouffe sous son propre poids. Faisons-la légère. Les citadins ont perdu dans l'inextricable machinerie
les fils qui leur permettaient de la diriger. Déchargeons-les définitivement. À l'injustice d'un système ou d'un autre, à leurs nécessaires imperfections, nous opposons le véritable arbitraire, sans visage, sans nom et sans mobile. Tout citadin en âge de désirer un local en fera la demande. Il lui sera attribué à des dimensions précises, en un lieu précis. Une équipe de montage se chargera de l'installation. À la mort de tout citadin, son local sera démonté. À la mort de tout citadin, son local sera démonté. À la mort de tout citadin, son local sera démonté. Non, non, c'est impossible, il ment. Ne le croyez pas, ne l'écoutez pas. Il ne faut pas aller plus loin, c'est inutile, jamais ces hommes ne sont parvenus à leur fin. M'entendez-vous, jamais. C'étaient des monstres, des fous mégalomanes, des salauds. Ils voulaient user de leur puissance pour manœuvrer les gens d'une ville entière. Avait-on jamais vu cela? Non, 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 je vous en supplie, revenez en arrière. Détournez vos regards, faites un effort, il faut le vouloir. Arrachez-vous à cette histoire. Écoutez-moi, écoutez-moi, je vais vous dire comment ils sont crevés. Je vais vous dire comment les choses se sont réellement passées. Je vous propose des faits à opposer à cette folie. J'étais dans la ville cette nuit-là. Voici mon témoignage. Nous nous étions réfugiés dans un quartier proche du nôtre, car il y avait trop de risques à camper dans nos rues. Des immeubles entiers menaçaient de crouler. Il pouvait être 7 heures du soir. Chacun était occupé à fouiller dans les débris à la recherche de nourriture. Lorsque soudain, le bruit courut que l'on tenait les responsables. Peu après, des hommes surgirent, essoufflés, confirmant la nouvelle. Ils allaient ainsi de feu en feu. Le procès allait avoir lieu à l'esplanade des arbres. Nous ramassons tout ce qui nous tombe sous la main, couverture et vivres. Déjà une foule immense converge vers l'esplanade. Ils sont en train d'y installer en hâte un large podium, fait de toutes sortes de décombres. Ils le dressent assez haut pour qu'il soit visible de très loin. Tout autour, de grands flambeaux sont allumés. Nous nous installons par groupe, déblayant un espace ou nous adossant contre un pan du mur. Ils essaient des porte-voix improvisées. Il est convenu que chaque phrase sera prononcée lentement, afin de pouvoir être répercutée au plus loin par le relais d'hommes juchés sur des tas de pierres et munis à leur tour de porte-voix. Et soudain, nous les avons vus apparaître, minuscules sur le podium, enchaînés l'un à l'autre. La colère de la foule était telle qu'il fallut plus d'1 heure avant qu'elle se calme un peu. Leur procès a duré toute la nuit. Aucun d'eux n'a eu le courage de se défendre. Leur réponse était absurde. Pourquoi avoir paralysé la ville? Pour la sauver. Et juste avant que le jour se lève, le feu fut mis au podium qui leur servit de bûcher. Tous ces lâches, hommes et femmes, furent exécutés. Leurs enfants furent épargnés. Et comme en l'espace d'une nuit, tous n'ont pu être entendus, des commissions furent constituées au pied du podium qui reçurent les dépositions des autres condamnés. Et ces dépositions furent consignées par écrit. Le jour s'est levé. La fumée du bûcher se répand sur la ville. Beaucoup de groupes se sont endormis sur place. Nous sommes repartis, enjambant des milliers de corps en direction de notre quartier. Au coin d'une rue, quelqu'un essaie de remettre en route une automobile apparemment intacte. Des badauds s'attardent. Certains proposent de la pousser. Et la 6e phase est connue sous le nom de désaffection du bâtiment.
Le mouvement d'horlogerie est parfaitement réglé. Les locaux se montent et se démontent au rythme de l'existence des citadins. Le hasard seul en détermine les dimensions et l'emplacement. La ville s'étire et se rétracte dans l'espace. Nul n'aurait le commencement d'idée de faire varier de son propre chef cette règle. Et que veut dire encore le terme de volonté dans la cité modifiée? Combien de temps sont-ils restés dans le bâtiment? Est-il vrai que les locaux peuvent se superposer comme un jeu de construction et qu'un seul peut demeurer tout en haut et ceux d'en dessous avoir été démontés? Est-il vrai? Non. Il ne sert plus à rien d'essayer de fixer quelque chose, car nous sommes maintenant dans l'inconcevable cité modifiée et notre logique éclate à ses portes. Si personne ne veut m'écouter, je ne raconterai pas ma promenade et les gens délicieux que j'ai rencontrés. J'ai trouvé des poireaux et des carottes. Vous en voulez? Figurez-vous que me promenant, j'ai découvert un chemin étrange. Une sorte de couloir dans la terre. Et que le suivant, je débouche par une large ouverture, d'ailleurs sans porte, dans une grande salle, encore plus grande que celle-ci, au sol froid et blanc, et aux murs blancs aussi. Et dans cette salle, les gens de tous âges se promènent en discutant. L'un d'eux, me voyant seul, vient vers moi et m'entraîne jusqu'au centre de la salle. Où une immense table s'est dressée. Et sur cette table, je découvre un superbe jeu, constitué par de minuscules locaux disposés de façon ravissante. Une femme s'approche et en enlève un. Je regarde, émerveillée. Et alors la femme m'entend un dans le creux de sa paume, qu'elle m'invite à ajouter, ce que je fais. Mais après beaucoup d'hésitation, car il y a l'embarras du choix et je ne veux pas abîmer leur bel assemblage. Nous continuons à jouer assis autour de la table, tantôt en ajoutant, tantôt en enlevant. Des enfants et aussi des animaux nous couraient dans les jambes. Nous mangeâmes un peu, puis nous reprîmes notre jeu. Et figurez-vous qu'à un certain moment, trop excité sans doute par ma nouvelle occupation, je fais un faux mouvement et, perdant l'équilibre, m'affalais sur la table, renversant une grande partie de l'assemblage. J'étais honteuse. Et m'adressant à eux, en rage pour ma maladresse, je leur dis: « Chers voisins, j'ai démoli votre beau jeu. Allez-vous me pardonner ou dois-je m'enfuir quelque temps ?» Ils me regardaient en souriant. Et soudain, la femme qui m'avait invité à participer finit de bousculer l'assemblage d'un geste du bras et dit:
Ne vous désolez pas. Nous y avions d'ailleurs assez joué, n'est-ce pas? Si nous allions un peu retrouver le soleil. Ah, la proposition fut accueillie avec enthousiasme. Et tous nous sortîmes, bras dessus, bras dessous, rejoints par les enfants, qui s'étaient un peu attardés à ramasser des poignées de petits jouets. Nous avons choisi un bel emplacement près d'une source pour discuter encore. Et des voisins de locaux proches vinrent se joindre à nous. Il faisait si doux que nous avons fini par dormir sur place. Nous nous sommes quittés le matin, en souhaitant un jour nous retrouver autour d'un autre jeu. Mais un des jeunes hommes qui étaient autour de la table n'a pas voulu me laisser partir seul. Il m'a prise par la main et nous avons fait route ensemble. Moi, j'avais hâte de trouver une assemblée, agréable comme la vôtre, où l'on veuille bien écouter mon histoire, avant qu'elle ne se défraîchisse, et où je puisse présenter mon ami, qui est assis là, à mes pieds. Voilà, j'en ai fini. Et je suis prête maintenant à entendre d'autres récits si quelqu'un avait le désir d'en faire. Bien comme ça, on n'a pas envie de raconter l'histoire. Et soudain, l'un des hommes se détourne de la vitre. Son visage est bouleversé par la joie. Ses yeux sont embués de larmes. Il étend les bras et se met à danser dans la pièce comme soudain ivre de légèreté. Puis, un autre à son tour s'écarte de la baie et vient le rejoindre. Et un autre encore. Tous ont vaincu la fascination, ont vu au-delà de l'image. Ils ont atteint ce point où l'image que l'histoire leur offrait leur devient absurde, et ils devinent la supercherie. Les hommes ont affublé le temps d'une histoire par crainte de le voir en face, par l'incapacité de le supporter, désarmés qu'ils seraient à l'idée d'être réduits à la seule durée de leur propre existence. Entre le temps et eux, ils ont jeté leur mémoire, leurs événements, leurs tombeaux, leurs civilisations, leurs édifices, leur cité, cherchant à le capter, le modeler, le retenir. Ils ont peint de leurs propres mains cette frise comme un garde-fou au bord du précipice. Ils ont édifié leur propre horizon, incapables de supporter l'autre, trop neutre, trop immobile, trop peu humain. Ils veulent crever la toile de l'histoire, échapper à ce manège de dupes,
ils arrêtent leur plan. Et ils enclenchent la modification de la cité. S'il vous plaît, ne tentons pas de déchiffrer cette histoire. Il nous manque l'arithmétique merveilleuse, celle de tous les possibles, que n'altère plus notre désir de saisir et retenir. L'insaisissable affaire de la ville. Philippe Rollet. Réalisation Georges Peyrou. Ivar Canel, Jean-Jacques Asselagnan, Roland Bertin, François Darbon, Yves Fabrice, Victor Garivier, Richard Leduc, Jean Levray, Maria Méricault, Pierre Peyrou, Marivonne Schiltz, Anne Wiazemski, André Weber, Emmanuel Weiss. Prise de son Madeleine Sola. Collaboration technique Jean-Claude Gauthier. Assistante Marie-France Thivot.